Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc mener ensemble un projet de data science de A à Z. Il faut dire que cette formation sera donc décomposée en plusieurs sous-vidéos qui vont donc te permettre de monter en compétence sur l'analyse des données, en particulier le machine learning. Donc, si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Alors, sans te perdre assez de temps, l'outil principal que moi je vais donc utiliser ici sera dans Jupyter Notebook de Anaconda. C'est avec cet outil que nous allons donc travailler ensemble sur un projet de data science. Alors, l'objectif de notre projet ici, c'est une prédiction de crédit de logement bancaire. Alors, c'est quoi déjà la problématique? La problématique, c'est que certaines banques rencontrent parfois un problème au niveau de la clientèle de savoir si le client à qui on remet le crédit aura la probabilité ou bien la probabilité pour que ce client puisse rembourser le crédit qui a été offert par l'entreprise est assez grande ou pas. Donc, c'est un problème qui est généralement rencontré par beaucoup de banques aujourd'hui. Donc, toi et moi, on va donc réaliser un modèle de machine learning qui va donc permettre, en fonction du profil d'un client X, de savoir s'il pourra donc rembourser ce crédit ou pas. Alors, avant que nous ne commençons, nous n'entrons dans le bref du sujet, je vais donc déjà te donner ici les différentes étapes qu'on aura donc à franchir pour la réalisation de ce projet. Alors, l'étape numéro 1, lorsque tu as un tel projet ou bien lorsque tu as un projet de data science, la première étape, c'est de définir l'objectif du projet. Alors, dans notre cas ici, la problématique, c'est quoi? Le problème que nous voulons résoudre ici, en fait, c'est de prédire la probabilité de défaut de paiement d'un crédit logement. Notre public cible sera donc quoi? Ça sera donc les résultats des banques, les résultats précédents, les résultats historiques des différents clients potentiels d'une banque. Donc, c'est la première étape, donc, c'est donc de définir l'objectif du projet. Ensuite, la deuxième étape de réalisation de notre projet sera dans la collecte des données. Ici, on va donc faire appel aux différentes sources de données. On va donc identifier où on peut donc obtenir des données pertinentes qui peuvent soit venir des bases de données, soit des données internes d'une banque, soit des sites web, ou alors d'autres ressources qui peuvent donc nous permettre d'avoir les informations sur les clients précédents de la banque dont nous voulons faire cette prédiction-là. Alors, on aura donc les types de données des emprunts qui seront donc quoi? On aura besoin de quelles données, par exemple, leur revenu, leur historique de crédit, le montant donc, et tout ce qui va avec. On verra tout cela au long de cette vidéo. La troisième étape qu'on aura donc à franchir sera donc le traitement des données. Ici, qu'est-ce qu'on entend par traitement de données? C'est le nettoyage des données, c'est gérer les valeurs manquantes, c'est supprimer les doublons, c'est corriger les incohérences, c'est transformer les données, c'est-à-dire normaliser ou standardiser les données, d'encoder les variables catégorielles. Par exemple, on va peut-être transformer le statut matrimonial soit en valeur numérique ou en valeur catégorielle. On verra ça tout au long de cette vidéo. La quatrième étape pour la réalisation de notre projet sera dans l'analyse exploratoire des données. Ici, on va donc faire ce qu'on appelle la visualisation. On va utiliser les graphiques pour comprendre de la distribution des variables et les relations entre ces variables. Ici, on fera donc appel aux statistiques descriptives, c'est-à-dire calcul de la moyenne, de l'écart type pour résumer des données. La prochaine étape sera donc la sélection des caractéristiques. Ici sera donc important pour nous de l'importance des variables, c'est-à-dire on va donc identifier les variables les plus influentes sur notre résultat. On va donc utiliser les méthodes comme l'analyse de corrélation ou alors des modèles de machine learning. Ou alors, on pourrait également utiliser la réduction de dimensionnalité. Ça, c'est si on a des grandes quantités de données. Donc, on pourra utiliser donc quelques techniques telles que l'ACP pour l'analyse en composantes principales. La prochaine étape pour notre réalisation sera dans le choix du modèle. Ici, on va donc choisir notre modèle à considérer qui peut être soit un modèle de régression logistique, soit une arbre de décision, soit un modèle de régression linéaire, soit une forêt aléatoire, soit un Xbox. Donc, ça va dépendre. On verra cela dans cette vidéo-ci. On va donc justifier le choix de notre modèle. On va donc dire pourquoi est-ce qu'on a donc choisi ce modèle et pourquoi pas un autre en fonction de la nature des données et de l'objectif que nous souhaitons atteindre. Ensuite, on va donc passer à la prochaine étape qui est donc l'entraînement du modèle. Ici, on va donc séparer nos ensembles de données en entraînement et en test. On vous dira peut-être de prendre 80% pour les données d'entraînement et 20% pour les données de test. On va donc ajuster le modèle sur l'ensemble d'entraînement. On verra cela dans cette vidéo.
Ensuite, la prochaine étape sera donc l'évaluation du modèle. On va donc évaluer, on va donc utiliser les métriques appropriées, par exemple la précision, le rapport F1 score, la courbe ROC pour évaluer la performance de notre modèle. Ensuite, on va donc tester sur différents sous-ensembles pour garantir la robustesse de notre modèle. La neuvième étape sera donc l'optimisation du modèle. Ici, on va donc utiliser les hyperparamètres. On va essayer d'ajuster les paramètres du modèle pour améliorer la performance, par exemple avec le grid search, le random search. On va donc combiner plusieurs modèles pour les résultats, pour que les résultats soient vraiment meilleurs, en utilisant peut-être le bagging et le boosting. Ça va dépendre de nous. Et enfin, la dixième étape, non, la onzième étape, parce qu'on aura la dixième étape, on en aura 11. La dixième étape sera dans le déploiement de notre modèle. On va donc choisir comment déployer notre modèle. On peut donc le déployer sous forme de API en utilisant par exemple Face API pour pouvoir le faire. On peut également le faire à partir d'un tableau de bord. On pourra utiliser Power BI pour pouvoir donc déployer notre modèle sous forme de tableau de bord. On va donc mettre en place un système de surveillance pour évaluer la performance de notre modèle en prédiction. Et on pourrait également voir comment on va introduire du CI/CD à notre modèle, du Continuous Integration and du Continuous Deployment. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons entraîné notre modèle sur certaines données, plus tard notre modèle peut recevoir de nouvelles données. Et si notre modèle a déjà été entraîné sur certaines données et que lorsqu'on fait entrer de nouvelles données, notre modèle ne s'adapte pas automatiquement à ces nouvelles données qu'on fait entrer, alors notre modèle risque de perdre en performance. Donc ici, sera donc important pour nous de mettre en place un système de surveillance pour évaluer la performance du modèle en production. Alors, la dernière étape sera dans la communication des résultats. Ici, on va donc rédiger un rapport détaillant la méthodologie, les résultats et les recommandations. On va donc créer des visualisations graphiques plus claires et itératives pour permettre même à toute personne qui ne fait pas, qui n'est pas analyste data science ou bien qui n'est pas dans le domaine de l'informatique de comprendre nos résultats. En fait, donc, c'est très important la communication des résultats. Alors, quelles sont donc les différentes étapes que nous allons donc franchir pour notre projet de data science? Alors, je vous invite vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle sera vraiment très bénéfique pour vous. Vous allez vraiment beaucoup apprendre dans cette vidéo. Alors, sans vous perdre assez de temps, on va passer directement sur l'écran de mon ordinateur et commencer directement notre formation. Alors, comme je vous ai donc dit, notre IDE qu'on va donc utiliser ici sera donc Anaconda. Rapidement, je vais tester 6 fonctions. Je vais rapidement faire la somme de deux nombres. Le bien, ce n'est pas l'objectif, mais c'est juste pour voir si mon IDE fonctionne normalement. Je fais rapidement la somme de deux nombres là. Je vois ce qu'il va me renvoyer. A plus somme égale. Somme est égale A plus B. Ok, je lui demande plus B. Je lui demande de me renvoyer S. Normalement, il doit me renvoyer 11. Ok, super. Mon IDE fonctionne normalement. Ok, je peux donc commencer déjà mon code. Alors, la première des choses que vous aurez donc à faire ici, c'est d'importer d'abord vos données. Alors, il faut dire que lorsque vous travaillez sur un projet de data science, la librairie ou encore la bibliothèque qui va donc nous permettre de manipuler nos données, de manipuler notre data frame, c'est la librairie Pandas. Donc, je vais d'abord l'importer. Vous allez simplement dire ici, import Pandas as PD. Très bien. Une fois que vous êtes dans celui-ci, vous cliquez là. OK. S'il y a une erreur, ça va donc s'afficher. Et si vous voyez qu'il y a l'étoile, ça veut dire que c'est encore en train de run. Donc, ça compile encore le code. Pendant que ça compile le code, je vais vous montrer où j'ai stocké dans mes données, les données que nous allons donc faire l'analyse. Il faut dire ici que ce sont les données historiques d'une banque que j'ai collectées sur Kaggle. Pour ceux qui ne connaissent donc pas la plateforme Kaggle, Kaggle, c'est une plateforme qui vous permet de prendre des données pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir entraîner vos différents modèles de machine learning. Donc, j'ai stocké mes données ici dans un disque, dans le disque local F. Ici, c'est mes projets data science. Alors, voici donc mes données d'entraînement ici. Je peux l'ouvrir, on voit cela ensemble. Donc, voici donc les données sur lesquelles nous allons donc faire notre analyse. Donc, patientez. OK. Voilà. Donc, nos données vont donc s'ouvrir ici. C'est les données sur lesquelles nous allons donc faire notre analyse de notre prédiction de crédit logement bancaire. OK. Pendant qu'il essaie donc de s'ouvrir, une fois qu'on a donc importé déjà la librairie Pandas, OK, ce sont les données ici. Il faut dire que c'est plusieurs données ici sous forme. Lorsque vous irez dans une entreprise, vous pourrez avoir un document Excel comme celui-ci qui regroupe déjà les données historiques de l'entreprise. Et on peut vous demander donc de faire l'analyse. Vous pouvez donc utiliser Power BI pour pouvoir ressortir déjà des diagrammes itératifs. Mais dans notre cas ici, nous, on va donc utiliser d'autres méthodes.
Donc voilà donc nos données ici qui ont déjà été importées. Je vais donc vous laisser le lien GitHub qui mène donc vers ce fichier-ci en description de la vidéo. Alors, ici, qu'est-ce que j'aurais donc à faire? Je vais donc venir ici, je vais donc importer mes données là qui sont donc déjà en local. Alors, pour importer vos données qui sont donc déjà en local, vous allez simplement dire ceci. Nous, on va stocker cela dans une variable data frame. Donc, je vais stocker cela dans une variable qui va appeler data frame ready, qui est égale à quoi? J'utilise la librairie pandas. Point. Ici, vous allez remarquer que notre fichier est au format CSV. C'est notre fichier ici, je peux vous montrer. Ici, notre fichier est au format fichier CSV. Donc ici, je vais donc venir ici, je vais donc importer mes données au format CSV. Et vous ouvrez donc les parenthèses. On va donc mettre le chemin d'accès. Je vais donc prendre ça. Le chemin d'accès vers mon fichier, c'est celui-ci. Je copie ceci. Vous faites CTRL A, vous faites CTRL C. Vous mettez ça ici à l'intérieur, qui est donc le chemin d'accès vers votre fichier. Et le nom de notre projet, on va revenir là. Donc, c'est mes projets Data Science. Ici, c'est test, c'est REN. OK, je vais donc faire comme ceci pour ne pas m'embrouiller. Je vais essayer de faire comme si je vais renommer et je copie ce nom simplement. Une fois que j'ai donc copié ce nom, je vais donc venir là, je vais le coller. Mais avant de le coller, je vais également mettre les slash pour pouvoir. OK, je vais donc mettre ici. Je mets ceci. Vous mettez 2. Ça dépend. Voilà. Ici. Ici, c'est point CSV. Voilà. Point CSV. Simplement. CSV. OK. On ferme la parenthèse. Voilà. Donc voilà donc comment je fais donc pour importer mes données ici qui sont donc au format CSV. Alors pour les lits donc, je vais donc venir, je vais donc appeler simplement ici. Je vais donc copier la variable ici pour ne pas prendre assez de temps. Je copie cette variable ici et je la mets ici. Alors je vais donc essayer d'exécuter. On run ici. OK, très bien. J'ai donc importé mes données qui sont donc déjà au format CSV. Comme vous l'avez vu, voilà donc comment on fait pour importer les données. Comme je vous ai dit ici, mes données sont donc au format CSV. C'est pour ça que je mets ici pd.read CSV. Très bien. Une fois que vous avez donc importé vos données, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que nous avons 614 lignes et 13 colonnes. 614 rows et 13 colonnes. OK. La prochaine étape, lorsque vous avez donc importé vos données, comme je vous ai dit, je vais donc vous laisser le lien de cette base de données en description de la vidéo. Vous aurez donc une base de données d'entraînement pour pouvoir donc je vais donc vous laisser le lien, comme j'ai donc dit. Je vais donc importer. La base de données a donc déjà été importée. Une fois que vous avez donc importé votre base de données, la prochaine étape sera donc ici pour vous de voir donc les caractéristiques de votre base de données en fait, pour pouvoir voir en fait le contenu. Comme je vous ai dit là, on a 614 lignes et 13 colonnes. Ce qu'on va donc faire présentement, c'est que on va donc essayer de voir dans la taille de notre base de données. Alors, pour voir la taille de votre base de données, vous allez simplement utiliser la commande ici. Je vais prendre assez de points. Sorry. Donc, on a donc ceci. Alors, on va donc essayer de voir donc ici. Mais avant d'explorer le contenu de notre base de données, je vais d'abord vous expliquer à quoi vont donc nous servir chacune des variables ici. Ce que vous devez donc comprendre et connaître, c'est que la variable learn statut ici va donc représenter le numéro de crédit. Donc, le learn statut, un peu comme l'identifiant. Ici, la variable gender, c'est pour définir donc le sexe des clients de l'entreprise. Ici, married, c'est pour dire s'ils sont donc mariés ou pas. No, c'est pour dire qu'ils ne sont pas mariés. Et yes, c'est pour dire qu'ils sont donc mariés. Dependent, c'est pour donner le nombre d'enfants, en fait, pour donner leur différents nombres d'enfants. Education, c'est pour donner leur niveau d'éducation. Self-employed, c'est pour dire si c'est qu'il est donc à son propre business ou pas. En fait, pour dire si c'est qu'il est entrepreneur ou pas. Donc, s'il a peut-être quelque chose à son propre compte, c'est pour dire cela. Application income, ici, c'est pour donner le salaire de celui qui demande donc le crédit. Co-application item, ici, c'est pour donner le crédit du partenaire de celui qui demande donc le crédit. Loan amount, ici, c'est pour donner donc le montant de crédit demandé. Loan amount term, ici, c'est pour donner donc le nombre de mois pour le crédit. Crédit historique, ici, c'est pour donner donc l'historique du crédit. Property, je vais scroller là pour que vous voyez bien. Donc, laissez encore vous donner dans le rôle de chacune de ces variables-là.
property area. Ici, là, c'est pour donner donc la personne qui vit, si c'est il vit donc dans une zone urbaine ou bien dans une zone rurale. Et enfin, on a donc la variable loan statut qui permet de dire ici sur le statut du crédit. Le statut du crédit, Y c'est pour yes et N c'est pour no. Donc, je vous ai donc déjà, on a donc déjà vu le rôle de chacune de ces variables ici. Ce qu'on va donc faire ensuite, là maintenant, c'est juste que nous allons donc essayer de voir, d'explorer donc tout le contenu de notre base de données parce que ici, vous avez uniquement les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes de votre base de données. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous essayez donc d'importer vos données, ça vous renvoie dans les données allant de 0 à 4. Donc, ça vous renvoie les 5 premières données et de 609 à 613 et les 5 dernières données. Imaginons donc que vous voulez donc explorer tout le contenu de votre base de données. Ce que vous allez faire simplement ici, c'est que vous allez utiliser pandas.set option. Pendant cette option, on va mettre ici un display point max euro. Un display point max euro. Ici, on va donc dire ici data est égal. On peut directement prendre notre data. Quel est le nom qu'on a donné à notre data frame? C'est ça ici, data frame ready. On va donc le prendre là. Vous mettez donc ici, vous mettez donc data frame ready point shape. Vous ouvrez un petit tableau là, vous mettez la valeur 0. Vous fermez votre petit tableau, vous faites l'incrémentation. Plus 1, simplement. Ok, qu'est-ce qu'on fait donc ici? On va donc appeler notre data frame ici en bas. Donc là, c'est pour que on puisse explorer tout le contenu de notre base de données. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Vous cliquez ici sur Run. Ok, il nous renvoie là une erreur. Il dit qu'il y a un problème au niveau de la syntaxe. On vérifie donc. On a dit pandas.set option. Ici, on a donc ouvert les parenthèses. On a mis un display max euro. Ici, on devait mettre une virgule et non un point virgule. Ok, on va donc relancer. On patiente. Ça a fait de run. Ok, super. Ici, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a renvoyé ici là tout le contenu de notre base. Vous voyez que là maintenant, on a 0. Je vais scroller ici vers le bas. On a, vous voyez, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit 8, 9, 10. Donc, vous voyez que là maintenant, ça nous affiche tout le contenu de notre base de données. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour explorer tout le contenu de votre base de données. Donc, voilà donc la prochaine étape. À partir de là, vous pouvez donc déjà avoir toutes les caractéristiques de votre base de données. Vous pouvez avoir tous les éléments pour voir déjà à l'œil nu si vous avez donc des valeurs manquantes là. Là, ça sera donc facile de voir que si vous avez les valeurs manquantes parce que vous n'avez pas assez de données dans votre data frame. Mais si c'est que vous avez assez de données, je vais donc vous donner des commandes qui vont avec Pandas qui vont vous permettre déjà d'explorer les valeurs manquantes, d'explorer le nombre de valeurs manquantes de chaque catégorie. Alors, la prochaine étape que moi je vous conseille souvent généralement, c'est de réaliser une copie de votre base de données. Cela va vous permettre de faire une copie et de réaliser votre travail sur l'autre base de données parce que vous pouvez avoir des problèmes si vous travaillez directement avec votre base de données. Cela vous permet également d'avoir deux bases de données, une originale et l'autre qui a été nettoyée. J'espère que là, on se comprend très bien. Alors, pour faire donc une copie de votre base de données, nous, on va donc créer ici une variable dataframe. On va créer une variable qu'on va appeler dataframe ready qui est égale donc à notre dataframe qu'on avait là. On va donc utiliser la commande copy. Donc, on va donc essayer de copier notre dataframe. Et qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va donc afficher le contenu de la base de données copier. OK. Donc, vous faites on run. Très bien. Donc, notre base de données a donc été copiée. Parce que ici, qu'est-ce que j'affiche ici? Ici, j'affiche le contenu de la base de données qui a été copiée. Ici, j'ai dit data frame ready copy. Il faut que je nomme ça bien. Ici, la base de données qui a été copiée. Et c'est elle que je vais donc afficher ici en bas. OK. OK. Très bien. De là, je vais donc essayer de run. OK. Là, il va donc m'afficher le contenu de la base de données qui a donc été copié tout simplement. Donc, c'est un conseil que vous donne vraiment. Là, ça vous permet déjà d'avoir deux bases de données. Une base de données où vous allez donc faire votre entraînement, vous allez donc nettoyer, vous allez faire tout ce qu'il faut. Et l'autre base de données sera dans la base de données originale. La base de données qui a été donc remise par l'entreprise. OK. Une fois que cela a donc été fait, la prochaine étape ici, après qu'on ait donc copié cela, c'est que nous, on va donc essayer de voir les valeurs manquantes de notre base de données.
On va donc voir s'il y a donc des valeurs manquantes ou il n'y en a pas. Alors, pour le faire, vous allez simplement utiliser ici cette commande ici, point. Ici, on va donc dire info. Donc, je ne vais pas utiliser la base de données qui a été copiée. Je vais utiliser la base de données originale, qui est donc dataframe ready. Point info, simplement. OK, vous faites donc un run. OK, super. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a donc les infos de notre base de données. Je vais vous expliquer. Ici, on a 13 colonnes. Total, 13 colonnes. Donc, on a 13 colonnes et on a 613 lignes. Voici nos différentes colonnes ici, à savoir loan ID, gender, married, dependence, education, self-employed, application income, co-application income, loan amount term, credit history, property, loan statut. Ici, on a donc, ici, on a dit quoi? On a 614 lignes. Mais là, on se rend compte qu'au niveau du loan statut, on a 614 lignes, c'est très bien, on n'a pas de valeur manquante. Au niveau de gender, on a 601 lignes. Ça veut dire qu'on a déjà 13 valeurs manquantes parce que si on avait ici 614 lignes, alors on ne devrait pas avoir de valeur manquante. Quand vous voyez, si on a 614 lignes, on a 614 lignes et qu'au niveau du gender, on a seulement 601 lignes, ça veut dire qu'on a 13 valeurs qui sont manquantes. Au niveau de market, on a 2 valeurs manquantes parce qu'ici, on a 611. Donc, voilà donc déjà comment vous pouvez donc faire pour avoir les valeurs manquantes. Ici, le loan statut est de nature objet. Donc, ici, c'est une variable catégorielle. Market, objet. Donc, tous ceux qui sont de type objet sont des variables catégorielles et tous ceux qui sont de type float ou bien int sont des variables numériques. J'espère que vous comprenez ça très bien. OK, voilà donc déjà comment on peut donc faire pour avoir donc ici les informations sur notre data frame. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est donc inférieur ici à 614 auront donc des valeurs manquantes. OK. Qu'est-ce qu'on va donc faire ensuite? Une fois qu'on a donc exploré cela, on va donc maintenant essayer d'afficher donc les valeurs manquantes d'une façon plus claire. Ici, on aura donc le nombre de valeurs manquantes pour chaque colonne. Pour le faire, on va donc récupérer notre data frame. On va donc faire ici là un point is nul. OK. Et on fait donc ici un point somme. On essaie donc de leur sommer. Une fois qu'on les a donc sommés, on va donc essayer de les classer. On essaie donc de les classer par ordre. On va ici utiliser un sort values. On essaie donc de les classer par ordre décroissant. Ascending égale à false. Très bien. OK, une fois que c'est donc fait, on va donc essayer d'exécuter cela. OK, je vais essayer de scroller là. J'exécute dans cette cellule-ci. Vous verrez là, ça va nous afficher le nombre de valeurs manquantes. OK, il dit ici qu'il y a un problème au niveau de la syntaxe. On a écrit au niveau de ascend, OK, c'est vrai, ici c'est AS, il me faut S ici là. Je pense que c'est correct. A, ascendi. Très bien. OK, on exécute celui-ci. OK, très bien, super, ça marche. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici qu'au niveau, donc il nous a affiché ça ici par ordre décroissant en fait, donc de la variable qui a plus de valeur manquante en descendant. Ici, on a crédit historique qui a 50 valeurs manquantes. Ici, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir à la banque, qui sont nouveaux à la banque, mais qui ont déjà leur historique de crédit plutôt dans une autre banque. Donc, ils n'ont pas forcément l'historique de crédit de cette banque-là. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, au niveau de crédit historique, on a 50 valeurs manquantes. Au niveau du self-employé, on a 32 valeurs manquantes. Au niveau du loan amount, on a 22 valeurs manquantes. Au niveau de gender, on a 13 valeurs manquantes. Au niveau de marriage, 3 valeurs manquantes. Donc, on n'a pas de valeurs manquantes au niveau du loan ID, de education, de co-application, de loan statut. Donc là, on n'a pas de valeur manquante. OK. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici présentement? On a donc déjà vu les valeurs manquantes de notre truc. On va maintenant essayer donc d'afficher, de voir si on a donc des doublons pour voir si par exemple, je vais vous montrer quelque chose ici. Pour voir si on a des doublons, peut-être l'utilisateur ayant ici l'ID LP001002 et qui a ces caractéristiques, essayons de voir donc si cette valeur si se répète dans notre data frame. C'est ça qu'on appelle encore des doublons, des valeurs qui se répètent. Alors, pour le faire, on va donc récupérer simplement notre data frame ici. Ben, je vais le dire ici là, de me faire d'abord. Fais-moi un print. Pour ceux qui savent Python, vous savez que la fonction print permet d'afficher à l'écran le nombre de doublons. Le nombre de doublons dans notre data frame est. Donc, on va donc afficher, vous mettez la virgule, vous faites donc ça, et vous mettez donc ici point duplicate. Donc, c'est la fonction duplicate qui va donc nous permettre de voir le nombre de valeurs manquantes. Simplement, on va donc
exécuter cette cellule-ci. OK? Voilà, vous voyez que tous est à false. Donc, false, false, false. Ça veut dire ici, regardez, le nombre de doublons de notre data frame est 0. Donc, c'est false. Pour dire, en fait, dupliquer sur une variable booléenne. Si c'est qu'il y avait des valeurs, des variables, des valeurs des doublons, il devait mettre à true. Il devait mettre la variable, cette variable à true. Supposons peut-être qu'il y avait déjà une variable qui dit is duplicated, qui soit true ou false. Donc, si c'est que c'était is duplicated, il devait mettre à true. Mais là, maintenant, is duplicated est à false. C'est pour ça qu'il nous renvoie ici false. C'est pour ça qu'il a donc fait un count ici. Il nous a renvoyé la valeur 0. Donc, voilà comment vous pouvez donc faire pour voir le nombre de valeurs manquantes, pour voir donc les doublons dans votre data frame. La prochaine étape qu'on aura donc à faire ici maintenant, ça sera donc ici de voir donc, ici on va donc examiner le type de colonne de notre data frame. On a donc déjà fait en utilisant la méthode inform. On va donc essayer de voir dans la dimension ou encore la taille de notre data frame ici. Pour voir dans la taille de votre data frame, vous allez simplement venir, vous allez donc dire print la dimension de notre data frame, la dimension de notre data frame est, la dimension de notre data frame est, vous prenez ça, vous mettez ici point shape, simplement. Vous fermez là, et qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On run cette cellule. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La dimension de notre data frame est 614 et 13. Donc ici, on a un tableau pour dire que on a 614 lignes et 13 colonnes. Ça se justifie parce que nous avions déjà ça ici au départ lorsque nous avons importé nos données. Lorsqu'on a importé nos données, ici, on avait 614 lignes et 13 colonnes. Donc, c'est le même résultat qui nous a été renvoyé ici en bas. Ok, une fois que vous avez donc déjà la taille de votre data frame, ce qu'on va donc faire ici maintenant, c'est qu'on va donc essayer déjà de voir, de faire une description de notre data frame. On va essayer de voir ici si nos valeurs sont anormales ou pas. Ici, on aura donc les valeurs statistiques uniquement concernant les variables numériques. Alors, pour le faire, vous prenez donc votre data frame qui est donc ici. Vous mettez donc point describe. OK. Vous faites donc un run de cette cellule-là. Simplement. OK, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous ai dit, ici, on a uniquement les valeurs statistiques, uniquement pour les variables numériques. On a donc la variable count ici qui permet donc de compter. Ici, on a la variable min qui permet donc de déterminer la moyenne. On peut l'examiner. On a la variable std qui permet donc de donner ici l'écart type. Dans l'application, si vous venez là, par exemple, dans l'application icon item ici. Ici, je vous ai dit que c'était le salaire de l'employé, de celui qui demande le crédit. Si ici, on avait une variable négative, alors on devait dire ici qu'on a déjà un problème. Et même au niveau de la valeur maximale et de la valeur minimale, vous voyez ici que la valeur minimale est inférieure à la valeur maximale. Or, si c'était le contraire, vous devez avoir que notre data frame rencontre des soucis. Donc ici, le data frame ready.describe permet déjà de me donner des caractéristiques, déjà une vision globale sur les variables numériques de mon data frame. Donc déjà, pour voir s'il y a donc des problèmes, ici, ça nous permet également de voir ce qu'on appelle des outliers, donc des valeurs qui sont vraiment à l'écart des autres variables. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous allez, dans votre jargon de data science, vous allez entendre parler des outliers. Ici, vous allez donc regarder s'il y a donc des valeurs négatives ou pas. Si vous venez par exemple au niveau là du co-application icon, ici c'est pour donner le salaire du partenaire de celui qui demande le crédit. Vous voyez que ici on n'a donc pas de valeur négative. Si on avait une valeur négative ici, on devait dire que notre data frame a des valeurs aberrantes en fait, donc des valeurs qu'on ne comprend pas en fait. Donc parce qu'un salaire ne saurait être négatif. Donc j'espère que là on se comprend très bien. Ok, donc, comme je vous ai dit, la fonction describe nous permet uniquement de donner des caractéristiques des variables numériques. Je vous ai montré plus haut comment on fait pour connaître qu'une variable est numérique. Je vais revenir vous montrer pour que vous compreniez très bien. Les variables numériques, ici, c'est au niveau lorsque on a déterminé le type de chaque objet, en fait. Ici, on avait patienté. Je scrolle rapidement vers le bas. C'est à quel niveau? Je vais donc venir là. Je vais scroller. OK, ici, tu es numérique ou bien tu es numérique si tu es de type int ou bien float et tu es catégorie si tu es de type objet. Simplement. OK. Une fois donc on a donc fait cette description pour nos variables numériques, on va donc essayer d'afficher également un tableau similaire pour les variables catégorielles. Donc,
On va donc venir ici, on va donc dire, on reprend notre data frame. On met donc ici un point toujours describe, mais cette fois-ci, on aura donc un include. On va donc mettre un include qui est égal à 0. Simplement. Et on ferme. OK. On va donc essayer également de faire cela. OK, on patiente. Là, c'est encore en train de rendre quand vous voyez l'étoile ici. Donc, on patiente. OK, là, il rencontre un erreur, not understand. OK, ça veut dire qu'on a forcément un problème de syntaxe. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai récupéré notre data frame. J'ai utilisé point .describe et j'ai mis ici un include qui est égal à O. C'est 0 que j'ai mis. Autant pour moi. C'est O et non 0. OK, très bien. Là, maintenant, ça marche. J'attire votre attention. Ici, c'est O et non 0. Oh, si vous mettez 0, ça va renvoyer l'erreur comme tout à l'heure. Alors, ici, on verra donc quoi? Que la variable gender a deux valeurs. À savoir, quelles sont les deux variables de la variable gender? Je vous montre. OK. Ici, vous voyez ici là que gender, au niveau de gender, ici, on avait uniquement deux variables. Je vous montre rapidement. Au niveau de gender, ici, on avait uniquement deux variables, à savoir soit masculin ou féminin. C'est pour ça que ici, et vous voyez que gender, c'est une variable catégorie. Donc, Describe nous permet en fait d'afficher, de pouvoir mieux analyser cela. Alors, je vais scroller donc vers le bas. Vous voyez donc ici qu'on a au niveau de gender, on a deux variables. Au niveau du lot ID, on a 614. Au niveau de Maret, on a également deux variables. Au niveau de dependent, on a 4 variables. Oui. Pour dire cela, un enfant, deux enfants, trois enfants ou quatre enfants et plus. Au niveau de l'éducation, on avait deux valeurs, à savoir si c'est graduate ou bien not graduate. Au niveau de cet emploi, on a deux. Donc, vous voyez donc ici, au niveau des gender, on a deux valeurs également au niveau du Maret et dependency. Donc, on n'a donc pas ici de variable de valeur énorée. Comment dirais-je? On n'a pas de valeur erronée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà donc un tableau qui nous affiche donc les caractéristiques de nos variables catégorielles. OK, ce qu'on va donc faire ici maintenant, c'est que on aura donc des variables. On va donc maintenant, ici, on aura donc les variables statistiques uniquement sur toutes les variables numériques et catégorielles. Donc, essayons donc d'afficher les variables statistiques sur les variables catégorielles et les variables numériques. Alors, pour le faire, vous allez simplement récupérer votre data frame et vous mettez ici point describe. Vous mettez ici include est égal à all. Simplement. Vous fermez. On exécute. OK. Il y a une erreur ici. OK. Point describe. Désolé. On exécute. Très bien. Donc là, on ressort dans un tableau statistique sur nos variables aussi catégorielles et numériques. Simplement. Donc là, on a donc tout un résumé de nos variables numériques et catégorielles. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? On a donc déjà vu toutes les variables, les valeurs manquantes. On va maintenant vérifier les valeurs manquantes. Je pense que nous avons vérifié les valeurs manquantes plus haut. Nous avons donc déjà vérifié nos valeurs manquantes. Ce qu'on va donc faire ici présentement, c'est qu'on va donc essayer de voir dans les différentes colonnes de notre data frame. Donc, je vais donc mettre ici point colonne. OK. Pour que la vidéo ne soit pas assez longue, on va s'arrêter à ce niveau-ci après avoir donc vu les colonnes. On va donc se reprendre dans une prochaine vidéo pour pouvoir continuer l'analyse de notre étude. Je vais donc faire ceci. OK. Voici donc les différentes colonnes de notre data frame. Notre data frame a donc la colonne lot ID, la colonne gender, la colonne Maret, la colonne dependent, la colonne education. Donc, voilà donc les différentes colonnes de notre data frame. Donc, dans une prochaine vidéo, on va donc essayer de voir donc déjà comment on va renseigner les valeurs. On va donc essayer donc déjà de voir comment on va donc diviser notre data frame en deux. Une partie catégorie, une partie numérique. Donc, on se prend dans une prochaine vidéo. Il faut donc dire que dans cette vidéo-ci, je vais donc faire un résumé. Nous avons donc essayé de voir donc comment importer nos données, de voir déjà donc, de faire déjà quelques études de notre data frame. Donc, ça, c'était dans la partie 1. Je vous conseille donc de suivre la partie 2 où nous allons donc continuer cette analyse. C'était donc David Twinge en tant que pour le compte de Data Vision. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye.